Take personal security precautions to avoid becoming a victim of an attack. Nous sommes en 1951, dans la France d'après-guerre. Le pays a survécu à 2 conflits mondiaux et s'en remet petit à petit. À Strasbourg, les délégués au Conseil de l'Europe se sont réunis pour étudier les projets récemment examinés à Rome. M. Spaak présidait et M. Gems y représentait l'Allemagne, qui siégeait pour la première fois. Après l'ouverture des débats, l'Assemblée écoutait le discours du comte Sforza, délégué de l'Italie, qui insistait sur l'urgence de l'unification de l'Europe. La désolation engendrée par la guerre laisse place à la reconstruction et notamment à une croissance économique qui bat tous les records. Les 30 Glorieuses, terme décrivant la période de forte croissance économique en France de 1949 à 1975, viennent de commencer et les gens peuvent profiter de la paix durement acquise. Cette deuxième moitié du XXe siècle est donc source de progrès dans de nombreux domaines, aussi bien dans la qualité de vie que dans la science ou encore dans les moyens de production. La mécanisation se répand dans l'industrie, l'automobile devient un moyen de transport qui se démocratise, tandis que les salaires et le niveau de vie augmentent de manière généralisée sur tout le territoire français. En clair, la société de consommation importée des États-Unis se diffuse rapidement sur le continent européen, affolant dans son passage tous les indicateurs économiques des pays occidentaux, la France comprise dans le lot. Cependant, il reste une France rurale, composée de villages et de paysages pittoresques, qui restent relativement intacts, épargnés par la mutation économique qu'engendre le capitalisme durant ce siècle. Un petit village du Gard, Pont-Saint-Esprit, situé dans l'actuelle Occitanie, représente bien cette deuxième France, éloignée de l'agitation des grandes villes et des usines. Un petit village paisible où il fait bon vivre. En effet, le climat y est doux toute l'année et il dispose de tous les commerces nécessaires. Des boulangeries, des épiceries et autres échoppes en tout genre. Il y a même 2 docteurs, du grand luxe pour une agglomération de cette taille. Pas besoin du coup pour les villageois de se déplacer en ville dans le but de se faire ausculter. Mais depuis quelques jours justement, les 2 médecins reçoivent un nombre croissant de patients. Des voisins, des connaissances, des inconnus, tous habitant la petite bourgade. Les 2 médecins du village ne sont pas habitués à ce rythme effréné. En effet, les consultations permettent de vivre aisément en temps normal, tout en ayant un emploi du temps plus léger qu'en ville. Mais ces derniers jours, les demandes de rendez-vous explosent et laissent dubitatifs les 2 praticiens car tous les patients semblent vouloir consulter pour les mêmes symptômes. Des violents maux de ventre, des vomissements, des insomnies et des maux de tête. Les 2 docteurs se retrouvent vite submergés et sont contraints d'envoyer les pauvres malheureux au sein de l'hôpital le plus proche, espérant que le personnel hospitalier sera mieux équipé pour diagnostiquer, soigner et trouver la cause de ce mal inexpliqué. Mais malheureusement, même l'hôpital du coin n'arrive pas à identifier cette étrange épidémie. Pire, les cas ne font qu'augmenter, l'hystérie se répandant comme une traînée de poudre dans les foyers. On commence à croire que cette mystérieuse maladie aurait une source plus insidieuse, plus maléfique. Les plus croyants pensent que le diable serait à l'origine de ce mal. D'autres soupçonnent que des sorcières se cacheraient au sein de la population et lanceraient des sorts ou des malédictions sur les malheureux villageois. On dit même qu'une gitane pratiquant la magie noire aurait empoisonné les aliments et qu'elle aurait été aperçue devant la boulangerie quelques jours plus tôt. Un tas d'hypothèses, aussi farfelues les unes que les autres, commencent à émerger au sein de la population. Malheureusement, les événements ne font qu'empirer les jours suivants. L'horreur atteint même son paroxysme lors de la nuit infernale du 25 au 26 août 1951. L'été bat son plein
et les nuits d'août sont particulièrement étouffantes dans cette partie du pays. Cependant, les habitants ne semblent guère chercher le sommeil. Au contraire, l'agitation semble contagieuse au sein de la population du village. Les personnes crient, courent frénétiquement dans les rues, sautent par les fenêtres et se brisent plusieurs os sous le choc, plongent sans réfléchir dans le gare qui borde la commune, frappent, insultent les membres de leur famille qui essayent de les maîtriser. Certains voient même des choses qui sont les seuls à apercevoir, des serpents, des flammes gigantesques, d'horribles monstres difformes et même le diable en personne. Les villageois, désemparés et terrifiés, se tournent vers Dieu. Ils prient sans relâche pour que le malin quitte la bourgade et délivre les personnes torturées par cette mystérieuse affection qui s'apparente à des cas de possession à grande échelle. Les conséquences de cette horrible nuit sont terribles. Plusieurs personnes meurent, des centaines d'autres sont hospitalisées d'urgence, et des dizaines sont envoyées dans les hôpitaux psychiatriques de la région, tant leurs hallucinations ne cessent de les hanter. Le village est profondément marqué par cette dure épreuve, et les habitants, qui se remettent petit à petit de cette nuit apocalyptique, veulent des réponses. La justice est saisie, le but étant de trouver le coupable, la cause de ce fléau. Les premières investigations se sont orientées sur le pain du boulanger local. En effet, le seigle, utilisé plus fréquemment comme céréale que le blé à cette époque pour la production de farine, aurait été contaminé par un champignon vénéneux, l'ergot. Ce dernier, une fois ingéré, peut causer bon nombre d'effets indésirables virulents, comme des maux de ventre, des vomissements, de la fièvre ou encore des hallucinations. Les autorités accusent donc le boulanger d'avoir contaminé ses clients en leur vendant un pain toxique et le placent en état d'arrestation. Cependant, les preuves de cette accusation viennent à manquer. De plus, bon nombre de personnes vivant dans le village n'ont pas consommé de ce pain et sont pourtant tombées malades. Une autre incohérence est également soulevée. Le fournisseur de farine de la boulangerie avait d'autres boulangeries comme clients dans d'autres bourgades et aucune n'a rapporté de plainte concernant les produits vendus. Aucune contamination, mot quelconque ou hallucination, rien. Cette hypothèse ne sera donc jamais confirmée et les poursuites seront vite abandonnées, laissant les habitants sans que justice et réparation soient faites. D'autres théories populaires voient le jour dans les mois qui suivent l'affaire, dont une tenace qui revient de multiples fois. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu un sous-marin dans les eaux proches du village, quelques jours avant les sombres événements. Effectivement, nous sommes en période de guerre froide au début des années 50, impliquant les États-Unis et l'URSS. L'Europe, proche géographiquement de l'URSS, est menacée selon les Américains par l'idéologie communiste que le bloc soviétique souhaite diffuser. Les États-Unis perçoivent le communisme comme une menace envers leurs idées capitalistes et libérales qu'ils comptent également bien répandre à travers le vieux continent. De ce fait, les États-Unis multiplient leur présence militaire en Europe dans l'objectif de contrer l'idéologie communiste, voire de l'anéantir complètement. Un sous-marin américain dans les eaux françaises n'est donc pas rocambolesque, ni même rare durant cette période. On sait que les Américains ont des bases militaires, qu'ils circulent avec leur matériel à travers les pays européens, sans savoir réellement dans quel but et ce qu'ils y font. Et pour les habitants, il va de soi que ce navire appartient à l'armée américaine. Pour d'autres, il s'agit d'un sous-marin soviétique qui les espionnerait. Est-ce qu'un bloc ou l'autre ne serait pas à l'origine de cette intoxication, comme se mettront à penser les habitants? Sauf que si c'est le cas, on ne sait pas trop comment ils auraient pu s'y prendre. Une autre théorie est apparue des années plus tard, avec des fortes similitudes sur le fond à celle du sous-marin.
Beaucoup de personnes pensent que la CIA serait à l'origine de l'intoxication hallucinogène de Pont-Saint-Esprit en 1951. Pour rappel, la CIA a été fondée en 1947, soit 4 ans avant les faits. C'est une agence de renseignement qui est censée répertorier des informations sensibles et compliquées à obtenir sur des pays, des conflits, des personnes politiques, en ayant recours à l'espionnage et à d'autres moyens douteux, toute information récoltée étant totalement classée secret défense. La CIA aurait été présente dans la région durant les faits, notamment pour lutter contre les communistes français et promouvoir les idées libérales et capitalistes en soutenant les politiques portant ces mêmes idées. Selon cette théorie, la CIA aurait volontairement contaminé le village par le biais du pain et d'autres aliments ou par voie aérienne, à l'aide d'avions, en libérant des substances chimiques contenant du LSD au-dessus du village. Le LSD, découvert quelques années plus tôt, précisément en 1943, faisait l'objet d'intenses recherches et expérimentations côté américain à des fins militaires dans les années 40 et 50. Le choix d'un petit village français, relativement isolé et sans défense, dans une zone rurale où les Américains étaient présents militairement, aurait été une aubaine pour des expérimentations sur cette drogue, transformant tous les villageois en rats de laboratoire. De plus, une substance contenue dans la composition du LSD est la même que celle présente dans l'ergot de seigle, ayant exactement les mêmes effets hallucinogènes, l'ergot ayant été étudié pour mettre au point le LSD. Alors cette théorie est-elle crédible ? Rien n'est sûr à 100%. Pourtant, des dossiers déclassifiés encore majoritairement illisibles porteraient les mots Pont-Saint-Esprit et LSD à plusieurs reprises, laissant penser que les services secrets des États-Unis se cacheraient bien derrière ce mystérieux incident. Cependant, 2 éléments contredisent également cette théorie. Le premier est que les effets hallucinogènes du LSD ne durent que quelques heures après sa consommation, alors que beaucoup de villageois ont continué à avoir des hallucinations et autres effets indésirables pendant des mois. Le deuxième est que la consommation de LSD n'entraîne pas de maux de ventre ni de vomissements, comme beaucoup d'habitants ont déclaré avoir souffert. Cette théorie n'est donc pas vraiment convaincante. Mais alors, que s'est-il réellement passé à Pont-Saint-Esprit en 1951 ? Le pain de la boulangerie était-il vraiment contaminé ? Y avait-il une substance mystérieuse dans l'air ou l'eau du village qui aurait pu rendre fou et malade sa population durant des semaines ? Les Américains ou alors les Soviétiques auraient-ils pris les villageois pour des cobayes en leur faisant subir des expériences confidentielles, précieusement gardées secrètes par les 2 gouvernements respectifs ? Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours. Et puis on se levait, on ne savait pas où on était, enfin, on partait en vélo. Moi je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres, ils se sont tués. Mais fin 2009, elle rebondit. Un journaliste américain affirme que 2 anciens agents de la CIA lui ont confié que les services secrets américains sont à l'origine de l'affaire. Ils auraient pulvérisé par voie aérienne une mixture hallucinogène à base de LSD. Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche. Et après 2 ans d'enquête sur Pont-Saint-Esprit, j'ai découvert que le village avait été la cible d'une expérience américaine. Les motivations exactes de la CIA et le choix de Pont-Saint-Esprit restent une énigme. Malgré les différentes théories qui sont apparues à la suite de cet événement, finalement aucune n'aura su mettre en lumière ni même expliquer ce qui s'est réellement passé durant la nuit infernale à Pont-Saint-Esprit.